Bonjour, je voulais parler aujourd'hui avec vous de personnalité et plus précisément de l'évaluation de la personnalité en psychologie. Alors la personnalité, c'est une notion qui fait aujourd'hui consensus autour d'une approche qu'on appelle l'approche des Big Five. Big Five comme les 5 grandes dimensions qui composent notre personnalité. Alors cette approche est une approche empirique. On s'est rendu compte finalement que si on essaye d'évaluer autre chose que ces 5 grandes dimensions, soit on évaluait autre chose que la personnalité, comme une capacité cognitive par exemple, soit on évaluait quelque chose qui était déjà appréhendé dans les 5 grandes dimensions. Également, ce modèle des Big Five, cette approche-là, est universelle. C'est-à-dire qu'on soit français, américain, russe, japonais ou algérien, on pourra toujours appréhender une personnalité au moyen de ces 5 grandes dimensions. Alors il faut entendre ces dimensions de la personnalité comme des continuums sur lesquels on va se situer pour chacun des 5 grands domaines. Alors ces 5 grands domaines sont l'ouverture aux expériences, l'agréabilité, le névrosisme, le caractère consciencieux et l'extraversion. Alors les 5 grandes dimensions sont composées chacune de 6 facettes qui permettent de dessiner plus précisément le profil de personnalité. Alors prenons l'exemple de l'extraversion. Quelqu'un qui serait situé tout en bas sur cette dimension-là serait tout à fait capable d'être dans un environnement social très stimulant avec beaucoup d'interactions. Seulement, il y a de fortes chances pour que cette personne ait besoin, après ce temps-là, de se restaurer dans un environnement sans toutes ces sollicitations. À l'inverse, quelqu'un qui serait tout en haut du domaine d'extraversion, ce serait plutôt l'inverse pour lui. Passer un temps seul serait possible, mais peut-être un petit peu éprouvant. Les gens qui se situent plutôt au milieu, c'est une grande majorité, ont la flexibilité pour pouvoir passer d'une situation à une autre aux extrémités de cette dimension-là. Alors lorsqu'on évalue la personnalité, cela révèle un fonctionnement particulier, des zones de confort, des zones d'effort, mais en tout cas, il n'y a pas un score qui peut être meilleur qu'un autre. Prenons la dimension qui est souvent perçue avec erreur, qui est la dimension du névrosisme, c'est-à-dire la tendance à ressentir des émotions de honte, d'embarras, d'anxiété. Eh bien, on pourrait s'imaginer comme ça un peu intuitivement que des gens qui sont très bas sur cette dimension-là sont plus fonctionnels ou sont plus adaptés que les autres. Eh bien, on se rend compte en fait que les gens qui sont tout en bas sur cette dimension-là ont aussi une très grande vulnérabilité puisque ce sont des gens qui n'arrivent pas à reconnaître des signaux de danger, que ce soit en eux-mêmes ou à l'extérieur. Donc comment font les psychologues pour évaluer la personnalité? Eh bien, ils utilisent des inventaires, des questionnaires. Alors nous, on a la chance aux éditions Au Greffe de publier l'inventaire de référence, qui est la référence mondiale en la matière, qui s'appelle le NEOPI3. Donc vous regardez, la plupart des recherches se basent sur cet inventaire de personnalité. Alors pour évaluer un sujet, on lui propose un questionnaire. En l'occurrence, le NEOPI3 comporte 240 questions. Alors ce sont des questions, des affirmations, on appelle ça des items d'un point de vue plus générique. Alors ces questions ou ces affirmations ne demandent aucune compétence. La personne intuitivement se positionne sur une échelle de réponse qui révèle son degré d'adhésion. Elle est plus ou moins d'accord avec cette phrase-là. Le dépouillement de ces réponses permet de calculer ce qu'on appelle un score brut et ensuite on compare ce score brut à une population de référence. Alors, par exemple, pour le NEOPI3, étant donné que c'est l'adaptation française que l'on propose, eh bien l'échantillon est un échantillon représentatif de la population selon les critères INSEE. Donc l'idée d'un résultat en psychométrie, lorsqu'on passe à un questionnaire psychométrique comme le NEOPI3, c'est de regarder où la personne se situe face à cet échantillon. Donc je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur les aspects psychométriques, mais la population générale est répartie selon une courbe de Gauss, c'est-à-dire avec beaucoup de gens au milieu de ce continuum et très peu aux extrêmes. Par convention, on estime que la norme représente à peu près 70%, un peu moins, de la population. On estime qu'un score est bas ou haut lorsqu'il s'écarte à gauche ou à droite de cette courbe. Alors il y a une telle littérature scientifique adossée à cet inventaire NEOPI3 qu'on a pu proposer des grilles d'analyse, des algorithmes qui proposent des éclairages spécifiques, par exemple en psychologie clinique ou en psychologie du travail. Alors grâce à notre application HTS5, on peut maintenant proposer ce qu'on appelle des rapports interprétatifs qui proposent des questionnements particuliers en fonction des scores ou des croisements de scores pour un sujet.
Alors le questionnaire NeoPi 3 est strictement réservé aux psychologues. Il faut fournir un diplôme ou un numéro ADELI pour pouvoir acquérir cet outil d'évaluation. Et ces rapports interprétatifs vont proposer des éclairages différents en fonction du champ d'exercice du psychologue. Alors ici, un exemple de rapport clinique qui propose 3 grandes sections. Donc la première, ce sont des narratives qui proposent des interprétations et des questionnements cliniques pour chaque score au domaine et aux facettes de personnalité. Donc là, vous avez l'exemple d'un névrosisme faible. Je vais vous montrer également un score moyen avec l'agréabilité. Et on voit bien cette flexibilité que j'abordais tout à l'heure restituée dans la narrative. Alors la deuxième partie s'appelle les distilgraphes. C'est une sorte d'analyse typologique où on retrouve des paires de domaines de personnalité autour de thématiques. Le score du patient est marqué par un point rouge ou une flèche et vous le retrouvez plus ou moins proche des descriptions du cadran. Également, on a pu s'appuyer sur des années de recherche pour proposer, pour chaque score un peu atypique, une liste de problèmes potentiels de personnalité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des problèmes qui sont associés à la personne qui est évaluée, mais on sait que statistiquement, il y a une vulnérabilité plus forte autour de ces problèmes de personnalité pour tel ou tel score. Ça permet au clinicien de questionner cet aspect-là avec son patient. Pour les psychologues du travail, on propose des grilles d'analyse, des croisements qui correspondent à des problématiques de la personnalité au travail. Donc ce ne sont pas les mêmes registres qui sont analysés, ce ne sont pas les mêmes croisements qui sont proposés dans ces différents rapports. Pour les collègues qui en ont la curiosité, je mets en lien les pages de présentation du NeoPi 3 sur lesquelles vous pouvez télécharger des exemples de rapports cliniques sur une page et en psychologie du travail pour l'autre. Alors je vous propose sur Facebook ou sur LinkedIn de poser des questions sur la personnalité en général ou sur cet inventaire-là, le NeoPi 3, et j'y répondrai ou j'essaierai d'y répondre dans une autre vidéo. Également, précisez-moi si vous souhaitez avoir d'autres contenus comme des études de cas, des choses plus détaillées sur les traits ou les facettes de personnalité, sur les problèmes potentiels ou sur d'autres aspects. Je vous laisse me guider dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée.